Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour apprendre en fait à mieux se connecter à son enfant. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce livre qui est vraiment exceptionnel. C'est un livre de Patty Whipfler et Tosha Shore, je sais pas si je prononce bien, qui est donc la méthode Hand in Hand. Le but en fait de ce livre-là, c'est d'aider à mieux se connecter à son enfant, de mieux le comprendre, d'avoir une vie finalement beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. Que votre enfant n'ait pas besoin, plus tard, d'aller chez le psy, par exemple, et cetera. De vraiment aider, en fait, à créer un lien qui soit super fort, en même temps de l'aider à gérer au mieux ses émotions et vous allez voir au fur et à mesure, que finalement, vous allez aussi pouvoir apprendre à mieux gérer vos propres émotions, puisque c'est, malheureusement quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons, jamais appris, étant donné que personne n'en parlait auparavant. Cet outil-là, cette méthode, et elles l'ont, mis en place avec, vraiment un bon nombre de parents depuis les années, en fait, 90. Donc désormais, c'est quelque chose qui a vraiment fait ses preuves, où il y a énormément de personnes et je vous mettrai dans la description le lien pour vous mettre en relation entre parents. Vous allez voir au fur et à mesure que c'est primordial de prendre aussi soin de vous là-dessus. Donc, c'est une méthode qui a vu le jour aux États-Unis. Donc, le but, c'est justement de réfléchir que si l'enfant, il se sent en lien avec son parent ou avec une personne de référence, eh bien, il peut se permettre de réfléchir. C'est-à-dire que quand il y a une crise émotionnelle, il est donc dans l'émotion, la réaction, et il ne peut donc plus réfléchir. Et donc, c'est vraiment ça que l'on va venir travailler avec cette approche-là qui, vous allez voir, enfin, moi, je la trouve vraiment exceptionnelle. Donc, j'attends vraiment que vous me donniez vos retours là-dessus parce que je la trouve super, super intéressante et relativement facile à mettre en place. On va y revenir là-dessus. Donc, le parent, en fait, dans son processus d'aide, il va venir se rapprocher, faire cesser le comportement inapproprié, que ça soit taper quelqu'un, que ça soit jeter quelque chose, etc. Pour aussi mettre en fait tout le monde en sécurité, que ça soit son propre enfant, mais que ça soit aussi l'entourage. Il va venir surtout écouter et offrir du lien. Offrir du lien, c'est pas le plus simple, mais c'est aussi le plus important. On va y revenir après. Là, c'est vraiment la mise en contexte. Pourquoi en fait le parent fait ça? C'est pour permettre à l'enfant d'enclencher son propre processus de guérison. Il va passer par plusieurs étapes, les unes après les autres, certaines et pas d'autres. Ça va dépendre vraiment de son besoin et aussi du moment. Donc, il va passer par des pleurs, par une crise émotionnelle où vraiment, en fait, il va sortir tout ce qu'il a sur le cœur, par des tremblements aussi, par de la transpiration, que ça soit tremblement ou transpiration. Dans les deux cas, ça signifie que c'est quelque chose qui était bien enfoui, bien ancré et qui va réussir en fait à se libérer. Donc c'est hyper, hyper intéressant. N'essayez pas de le faire tous les jours, d'aller chercher ça parce que c'est vraiment en fait à l'enfant qui va se dire bah, là, je me sens suffisamment en lien à l'instant T. C'est le moment en fait pour moi d'évacuer tout ça. C'est un petit peu comme en séance avec moi avec les libérations émotionnelles. C'est le corps qui choisit ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie de libérer parce que c'est le moment. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est le corps de l'enfant qui inconsciemment en fait va libérer quelque chose. Donc c'est super, super intéressant. Mais il y a aussi dans le processus de guérison, ça peut aussi passer par des rires. Je suppose ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment où c'est pas vraiment recherché. Vous riez, vous savez que vous êtes en train d'évacuer quelque chose, que ça dure du coup plus longtemps, etc. Mais aussi, en fait, une crise de rire où vous ne vous arrêtez pas. Eh bien, finalement, vous montez votre niveau d'énergie et donc vous évacuez aussi des petites choses qui étaient moins sympas. Rien qu'en posant ça, je pense que vous avez déjà compris que c'est plus facile à dire qu'à faire. L'idée, en fait, dans tout ça, c'est de venir prévenir au maximum les crises pour que ça n'arrive pas forcément au supermarché, chez les beaux-parents ou bref, dans des endroits en fait où c'est pas forcément évident pour l'adulte de gérer, pour lui proposer ça dans un lieu beaucoup plus sécuritaire finalement, comme à la maison par exemple. On va réussir à le faire grâce à une boîte à outils qui est le temps particulier, rester écouté, interposer une limite, le jeu écoute, et pour le parent, le partenariat d'écoute.
le temps particulier. Pour faire simple, le temps particulier, c'est d'établir un agenda. Le but, c'est vraiment d'aider l'enfant à recevoir tout votre amour pour lui montrer en fait qu'il a absolument toute votre attention. Du point de vue de l'adulte, c'est de déverser tout son amour sur l'enfant et de porter surtout toute son attention sur lui. En d'autres termes, ça veut dire que si le téléphone sonne, on ne répond pas. Si à la maison ça sonne, on ne répond pas. On ne répond à rien, mis à part les besoins de l'enfant. Ce n'est pas si facile à faire. C'est pour ça que je vous invite au début de vraiment le faire pendant une période très très courte. Par exemple, uniquement 5 minutes. 5 minutes, ça peut être très long. Surtout si par exemple vous n'avez pas l'habitude de jouer avec votre enfant. Au niveau de la durée, elle doit être déterminée avant même de commencer. C'est important de mettre un minuteur sonore puisque ça indiquera à votre enfant à quel moment le jeu prendra fin. Donc, il vaut vraiment mieux dire on va faire 5 minutes et vraiment s'y tenir si obligé, plutôt que de dire à son enfant on va faire un quart d'heure et au bout de 5 minutes ne plus réussir à tenir et tenir uniquement parce qu'on a l'obligation de le faire étant donné qu'on s'est engagé. Là, l'engagement, en fait, il est primordial. Donc, il vaut mieux avoir une promesse de 5 minutes. Et si au bout des 5 minutes, tout le monde a plaisir à faire et à continuer, on peut dire, ben là, aujourd'hui, on va continuer encore pendant 2, 3 minutes, 5 minutes. C'est vous qui décidez. Pendant ces 5 minutes-là, l'autre règle primordiale, c'est que c'est à l'enfant de décider de ce que vous allez faire ensemble. L'adulte n'a pas le droit de rechigner, il n'a pas le droit de changer les règles, il n'a pas le droit de prendre le dessus sur l'activité. C'est le temps de l'enfant, pas le temps de l'adulte. La plupart des enfants, ils vont donc utiliser ce temps pour montrer ce qu'il aime vraiment, ou autrement ce qui lui pose souci. Ce qui va lui permettre de renforcer sa confiance autant en l'adulte tout en ouvrant une fenêtre en fait sur ce qu'il pense. Il va venir construire le sentiment de sécurité qui va favoriser après la coopération, super important. Et ça, c'est vraiment l'outil numéro un quand vous ne savez pas du tout comment vous y prendre avec votre enfant. Et c'est valable qu'il ait 1 an, 15 ans, 25 ans. La seule chose, c'est que forcément, les jeux ne seront pas les mêmes. À 1 an, ça pourra être de refaire les moments de repas si c'est assez difficile pour lui, de réessayer de faire des mouvements de marche, par exemple, alors qu'à 15 ans, ce sera peut-être de venir jouer à un jeu vidéo. Même si vous n'êtes pas favorable, vous ne jouez pas aux jeux vidéo, ça va être vraiment le moment d'aider à tisser en fait du lien, à montrer que vous êtes vraiment là pour votre enfant, que vous l'aimez, que vous le soutenez. Et à 15 ans, c'est pas le jeu qui sera peut-être le plus important, mais peut-être la discussion qui pourra venir derrière. Sur le papier, ça a l'air super simple, facile à réaliser, etc. Comme pour l'outil prochain, plus difficile, c'est vraiment de s'oublier, de laisser l'enfant décider de tout. Et il faut se voir en tant qu'adulte comme une peluche qui exécute les ordres, ne doit pas parler ou quasiment pas. Répondre s'il y a besoin, ne pas apporter de conseils, ne pas juger, même inconsciemment. Et même si ça part d'un bon sentiment, ne pas couper la parole, alors que dans notre monde, on est habitué à ça, à vouloir donner des conseils, aider l'enfant. Si par exemple, il veut réessayer de lasser et de délasser ses chaussures, et qu'habituellement, vous vous empressez de l'aider parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut se dépêcher pour l'emmener à la crèche ou que sais-je, ça va être le moment où il va faire et refaire, sans que vous ne lui disiez rien, juste vous êtes présent. Ça peut être aussi un enfant qui commence à apprendre à monter et descendre les marches, et ben, il va répéter, 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 encore et encore. C'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut avoir vraiment la finesse de jugement, de vous dire, ah là, je peux être un peu plus loin pour lui faire plus de pas. Je peux m'éloigner pour lui montrer qu'il prend de l'aisance, qu'il y arrive vraiment tout seul. C'est être en totale écoute et en total observateur.
C'est comme si vous étiez finalement un spectateur lors d'une scène de théâtre. Vous êtes vraiment deux personnages en même temps, c'est-à-dire une personne qui joue sur le théâtre en étant spectateur et vraiment le spectateur qui est beaucoup plus loin pour réussir à prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce qui se passe à l'intérieur finalement de votre enfant. Quand est-ce qu'il faut proposer ce temps d'écoute? Soit par exemple en routine du matin, ça permet vraiment à l'enfant de faire le plein d'amour et de confiance. Ça permet aussi d'augmenter la coopération en fait à la routine du matin. C'est comme pour tout le monde. Lorsque c'est quelqu'un que l'on apprécie, qu'on sait qu'on est en lien, qui va nous demander de faire quelque chose, on va le faire avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus d'envie de coopération que si c'est quelqu'un que l'on n'aime pas, on va forcément rechigner, ou alors quelqu'un où on ne se sent pas en lien. Ça ne veut pas dire que votre enfant ne vous aime pas s'il rechigne à faire les choses, mais par contre, c'est peut-être qu'il ne se sent pas suffisamment en lien avec vous pour le faire, ce qui est deux choses différentes. On va le proposer aussi avant tout moment difficile. Donc ça, c'est efficace surtout dans la durée. Ce qui veut dire que ne le proposez pas uniquement quand c'est le moment, par exemple, de lui donner un médicament qu'il n'aime pas du tout. Si vous lui proposez qu'à ces moments-là, il va vous voir venir. Là, ça ne sert à rien. C'est plutôt de le faire tous les jours. Et les jours où il est malade et il a besoin de prendre son médicament, lui proposer avant, ce sera beaucoup plus facile derrière de lui faire prendre son médicament. C'est un exemple, hein, il y en a tant d'autres. Pour le moment où vous récupérez votre enfant, par exemple après la crèche ou l'école, ou toute séparation qui a été difficile, que ça soit une séparation difficile pour votre enfant, mais aussi pour vous, parce que ça, il va le sentir, et aussi pour vous, ça va vous faire du bien de reconnecter et de recréer ce lien. Vous pouvez le proposer aussi avant de faire les devoirs. Si déjà si c'est quelque chose de difficile pour votre enfant parce que bah, déjà il a dû rester en place toute la journée, c'est pas évident et ce n'est pas fait non plus pour les enfants. Un enfant, pour qu'il puisse apprendre, il a besoin de bouger. Il va apprendre en fait par ses mains, par son mouvement. Donc d'autant plus suivant le langage sensoriel des enfants. Ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Ça va être très difficile de tenir toute la journée, de tenir ce rythme. Mais alors d'autant plus quand on a des devoirs à faire derrière, c'est important de lui proposer un moment de décharge. Et en plus, ça permet vraiment de reconnecter les fils entre eux, en fait, pour éviter les crises. Ce qui veut dire que toute sa patience, elle va revenir si vous lui permettez de décharger toutes les émotions, toutes les tensions qu'il a dû emmagasiner, puisque un enfant qui va à l'école, quand vous le récupérez, c'est un lion en cage. Donc faites-le sortir, faites-le courir. C'est vraiment important de lui permettre d'évacuer tout ça avant de vous dire, bon, là, c'est le moment des devoirs. Lorsqu'il y a une activité que votre enfant adore, mais que vous détestez au plus haut point, puisqu'il ne faut pas se le cacher, on n'est pas des saints, hein. Donc, il y a forcément des choses que votre enfant a envie de faire, mais alors que vous ne supportez pas. Vous pouvez dire à votre enfant, voilà, pendant 5 minutes, on fait uniquement ce que toi, tu veux. Si c'est une activité qu'il adore, c'est sûr qu'il va reprendre en fait celle-ci. Et vous n'aurez pas le droit de dire non. N'oubliez pas. Par contre, ça veut aussi dire que vous vous accordez le fait de ne pas jouer à cette activité le reste du temps. C'est vraiment du 50-50. Vous lui permettez de jouer à ça de temps en temps et vous vous permettez de ne pas avoir à supporter tout le temps cette activité-là. Au moment où son comportement commence à déborder, vous voyez qu'il commence à grogner, qu'il commence à ne plus tenir en place. Bref, en fait, qu'il est surstimulé ou qu'il y a trop de choses qui vont venir le déranger, eh bien là, ça va être le moment de lui proposer ça. Au début, vous allez voir que ce sera très compliqué de voir ce moment-là, un petit peu cette limite. Et peut-être que vous lui proposerez trop tard. C'est tout à fait normal, ça vient avec le temps, parce que plus vous allez pratiquer, ce que je vous conseille, c'est au début
plusieurs fois semaine et ensuite vraiment tous les jours, parce que vous allez vraiment y prendre goût, je vous l'assure, eh bien, plus vous pratiquez, plus vous serez fin dans votre lien, dans votre connexion à votre enfant et vous verrez, ah, là, il a besoin. Donc, c'est le moment. Et même, en fait, au moment de l'adolescence, où vous le ferez beaucoup moins souvent que quand il est petit, c'est normal, mais il y aura des moments où, ah, là, je vois que mon enfant, il doit y avoir quelque chose qui se trame, il n'a peut-être pas trop envie d'en parler, on va faire ça. Je vais lui proposer. Et là, par exemple, ça pourrait être un temps un peu plus long si vous le souhaitez. C'est aussi à voir après avec l'enfant. Eh bien, ça va lui permettre de vraiment soit se recanaliser, puisque vous aurez évacué l'énergie, donc il va pouvoir rester plus constant, ou bien lui permettre d'évacuer ce qu'il a sur le cœur. Ce qui rejoint le point suivant, qui est au moment en fait où votre enfant a peur. L'amour, c'est vraiment l'énergie la plus forte que vous pouvez lui offrir. Ce n'est pas qu'il n'aura plus peur, mais par contre, il pourra aller au-devant de ça. Et ça peut être intéressant de le faire avant une compétition sportive ou s'il a envie d'essayer une nouvelle activité ou de réessayer, par exemple, après une chute de cheval, après une chute de skateboard ou quelque chose, voilà, qui n'a pas été facile et qui commence à lui provoquer de la peur, hein, où il ressent en fait cette peur-là, eh bien là, c'est vraiment très, très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi de lui proposer au moment où il y a un stress qui augmente dans une famille. L'arrivée d'un nouveau venu, s'il y a malheureusement un drame familial, quelqu'un qui décède, qui est malade ou autre, ça lui permet de lui offrir un havre de paix pendant 5 minutes. Le temps à l'enfant de se recharger, mais aussi finalement à l'adulte de se recharger aussi. Et bien évidemment, c'est à voir en fonction de chaque personne, de chaque famille, à quel moment c'est le plus intéressant. Pour certains, donc par exemple, en routine du matin, c'est vraiment l'idéal pour que ça se passe mieux derrière, quitte à se lever plus tôt. Pour d'autres, le matin, c'est vraiment pas possible et ce sera plutôt le soir. Et finalement, c'est parce que la jauge de confiance, d'amour, de la jauge du lien, elle sera remplie le soir que le matin, ça se passera bien. Ça dépend vraiment de chaque parent, de chaque enfant. Ça, c'est à vous de tester, de voir quel est le meilleur moment pour vous et pour votre enfant. Alors, comment mettre en place ceci? Ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner un nom propre en fait à chaque duo, donc parent-enfant, ce qui veut dire que lorsqu'il y a deux parents, eh bien il y a plusieurs noms. Puis ça peut être soit le nom du jeu préféré du moment, soit ça peut être aussi un nom totalement inventé. C'est vraiment aussi à vous de trouver ça pour que votre enfant, il soit déjà bien responsabilisé par rapport à ça et qu'il ait vraiment envie de passer ce moment-là. Parce que si votre enfant a déjà 4, 5 ans, qui n'a jamais été habitué à jouer avec vous, ou même plus d'ailleurs, eh bien, il n'aura pas du tout envie de le faire. Typiquement, commencer ça à l'adolescence, ce sera bien plus difficile. Ce sera à vous, en tant que parent, de lui proposer le jeu que vous savez qu'il adore, passer du temps, et ensuite de lui trouver un nom à ce moment-là pour voir ce qui peut être fait derrière. Pour le mettre en place, le mieux, si c'est possible, c'est de réserver une date et une heure. Si votre enfant est petit, que vous avez déjà fait des fresques pour qu'il puisse se repérer dans la semaine, le matérialiser en fait dans cette fresque de la semaine, ça peut être quelque chose de très très intéressant. Lorsque vous commencez ce temps, donc bien mettre le minuteur en place, que ça soit par exemple le minuteur qui cuit les œufs, que ça soit avec votre téléphone, peu importe, et commencer en fait par dire quelque chose comme c'est ton temps particulier, donc tu choisis à quoi on joue. On offre donc, comme je disais, toujours des temps courts, plutôt de 5 à 10 minutes, et ensuite on verra, suivant le moment, comment on est encore, si vous sentez que vous êtes capable de continuer et que votre enfant, là, il en a besoin, c'est-à-dire qu'il va peut-être monter en pression et que vous n'êtes pas encore rendu au maximum pour l'aider à évacuer quelque chose. Eh bien ça, si vous vous sentez capable, vous pouvez continuer ce moment-là. Et surtout, en tant qu'adulte, il faut s'attendre à de belles choses. Il ne faut pas le faire à reculons. Si vous vous dites
je le fais parce que je suis obligée de le faire, eh bien ne le faites pas. Ça n'aura aucun intérêt, que ça soit pour vous, pour votre enfant. Pour vous, parce que vous n'aurez pas envie de le faire, et votre enfant, bah, il va le ressentir. Donc il n'aura pas envie. Donc il voudra pas se confier. Il ne voudra pas essayer justement de jouer, de vous montrer ce qu'il est capable de faire. Et surtout, il voudra pas non plus, ce qui est le plus important, essayer d'évacuer des émotions qui sont difficiles pour lui, qui sont challengeantes en ce moment. Donc ça sert à rien, passer à autre chose. Au moins au début, il y aura d'autres outils, vous allez le voir après. Vous pouvez vous attendre par contre à de très très belles choses. Vous allez porter déjà un autre regard à votre enfant qui n'est pas le regard de l'obligation de faire ceci ou cela, mais vous allez pouvoir voir à quel point votre enfant y grandit. Vous allez pouvoir être surpris de voir à quel point il a une imagination débordante ou il a une réflexion très intéressante. C'est vraiment quelque chose de super important pour apprécier encore plus votre enfant. Vu que vous offrez un temps avec votre enfant où vous n'êtes maître de rien, c'est pas vous qui décidez quoi que ce soit. Le fait d'être spectateur permet aussi d'être spectateur de votre enfant en général et de l'apprécier à sa juste valeur encore plus. Parce que ça a beau être votre enfant, vous ne pouvez pas le connaître en totalité. Parce que vous ne pouvez pas passer votre vie H24 avec votre enfant. Déjà d'une, ce serait pas forcément bon pour lui parce qu'il a besoin de plein de personnes différentes pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Et ce ne serait pas non plus bénéfique pour vous puisque il y a la maison, il y a certainement un travail à côté, enfin bref, plein de choses à faire. Également, ce qui est conseillé dans cette approche que moi j'adore particulièrement, c'est de toujours terminer avec de la tendresse avec un câlin ou un top là si votre enfant est un peu plus grand, surtout si c'est un ado, pour clôturer ce moment et en même temps dire on va fixer le prochain parce que c'était super chouette, donc on va fixer le prochain rendez-vous maintenant. Ça te parle? Ça te dit? Forcément que votre enfant, vu qu'il a passé un bon moment, bah, il aura envie de réitérer derrière. S'il n'a pas envie, posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que finalement vous avez mis votre grain de sel dedans et donc ce n'est pas lui qui a tout choisi, tout mis en place, etc. La durée n'a pas été suffisamment importante, c'est tout nouveau. Et donc, vous n'avez pas encore gagné la confiance de votre enfant. Ce sont des exemples, en fait, mais il y en a encore plein d'autres, j'en suis persuadée que vous trouverez pourquoi, en fait, votre enfant ne veut pas continuer à faire ce genre d'exercice-là. Les pièges à éviter vis-à-vis de ça. Le conseil. Vraiment dire non au conseil. C'est le moment que vous allez offrir à votre enfant pour explorer toutes ses motivations intérieures. Donc, ce n'est pas du tout le moment de lui offrir vos conseils. Évidemment, sauf si c'est lui qui vous demande de l'aider à faire des choses ou autre. Hein, ça, c'est différent parce que c'est votre enfant qui l'aura demandé. Non aussi aux multitâches. Pas de rangement en même temps. Pas de pensée sur le travail. Pas de pensée sur tout ce que vous avez à faire. Là, c'est de créer une bulle où vous êtes vraiment tous les deux et vous êtes là pour en profiter. Point. Pas non plus de conversation parallèle. C'est-à-dire que bah, ça fait référence au multitâche. Donc, s'il y a un autre enfant, il faut prévenir avant, dire, voilà, ce moment, c'est pour ton frère ou ta sœur. Donc, euh, je ne te répondrai pas. Pendant 5 minutes, entre guillemets, tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu as ton moment à tel moment, tel jour, telle heure. Là, c'est son moment. Donc, on est d'accord que on respecte chaque période, c'est important. Vous permettez aux deux enfants, lorsque vous faites ça, de respecter les règles, d'apprendre qu'on respecte votre enfant et du coup qu'il a à respecter aussi les autres. Ça, c'est important. Ne pas chercher non plus à modifier les idées de l'enfant, uniquement si la sécurité, elle est incertaine. Par exemple, il a envie de sauter parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'il a envie d'expérimenter, de soi, d'expérimenter le fait qu'il a peur un petit peu du vide, qu'il a besoin de dépasser ses limites, ou alors c'est vraiment son truc en ce moment, il aime sauter tout le temps, tout le temps. Eh bien, s'il veut sauter de trop haut,
lui dire, bah, on va mettre un matelas en dessous, quelque chose, ou un coussin, ou que sais-je. Là, vous ne changez pas l'idée de l'enfant, c'est uniquement en fait sa sécurité que vous mettez en place. S'il vient à rechigner, eh bien vous lui dites: «Je suis d'accord, je ne pose aucune règle sauf celle de la sécurité. Donc là, on va jouer à ton jeu, il y a pas de souci. Par contre, on met ça». Si ce qu'il vous propose, c'est vraiment le plus dangereux et qu'il y a pas de variante possible, sur, sa sécurité, eh bien là, il va falloir être hyper réactif pour lui proposer le même jeu, mais en mode sécuritaire. Pendant ce temps-là, il ne va pas falloir aller aux toilettes, il ne va pas falloir boire, il ne va pas falloir manger. Donc, il faut vraiment que tous les 2 vous soyez prêts pour ces 5 minutes-là, sans rien à côté. Aussi, ce temps, ce n'est pas une récompense, aucune contrepartie. Ce temps, il est précieux pour votre lien. Donc, s'il fait des choses qui ne vous conviennent pas, c'est absolument ultra contre-productif de lui dire: «Eh bien là, tu es pas sage, donc ce temps-là, on va pas le faire». Là, mais c'est, je pense, la pire erreur que vous pouvez faire. Pareil, lui proposer: «Eh bien, si tu es sage, en allant à tel endroit, eh bien, on va faire un temps ensemble». C'est pareil, c'est une erreur monumentale. C'est que vous n'avez pas compris, le toute cette approche, tout ce système-là. Donc reprenez la vidéo et continuez là pour, voir en fait à quel point c'est fondamental pour créer un lien avec votre enfant. Quand vous utilisez cette approche régulièrement, vous allez voir que votre enfant, il va augmenter sa confiance dans votre relation et donc il va pouvoir venir se confier sur sa façon de voir le monde, sur ses ressentis. Je vais maintenant vous donner des signes qui montrent que votre enfant, il se sent plus en sécurité. Il va venir vous tester en choisissant un jeu que vous n'appréciez pas. Et au lieu de protester, eh bien, faites-le de façon comique. Par exemple, si, vous n'aimez pas, jouer à la dinette, prenez en fait une poupée et dire: «Oh bon, d'accord, puisque, j'ai pas le choix, je suis invité». Ce qui fait que c'est pas vraiment vous qui allez jouer, ce sera votre alter ego avec la poupée. Votre enfant va explorer aussi de nouvelles activités ou de nouveaux territoires. C'est pas obligatoire de le faire dans la maison, dans le jardin. Donc il va peut-être vous demander d'aller, à tel endroit ou autre, hein, ou d'essayer tel jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous démontre qu'il a confiance en vous, qu'il a confiance en votre lien. Quand vous l'utilisez régulièrement, il va aussi mettre en scène des difficultés qui sont importantes pour lui. Parce que comme ça lui permet de travailler dessus, alors gentiment, vraiment à son rythme, et donc, si par exemple, il a envie de jouer au plus fort, l'idéal, c'est par exemple de se recroqueviller, d'implorer sa pitié, mais tout en étant vraiment comique. Il faut pas être sérieux pour l'aider en fait à relâcher une partie de ses tensions parce que s'il a envie de jouer au plus fort, c'est qu'il se sent faible. Il va montrer aussi un attachement de plus en plus fort vis-à-vis de vous. Vous pouvez même avoir l'impression qu'il va régresser, alors qu'en réalité, il travaille sur des blessures qui sont peut-être plus anciennes, qu'il va aussi demander un autre temps particulier beaucoup plus vite parce que là, il en ressent le besoin et ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle preuve que ça fonctionne, qu'il a confiance en vous et que le lien, il est présent. Quand vous utilisez ça régulièrement, il va venir craquer, soit à la fin de ce temps particulier ou peu de temps après. C'est pour ça que lorsque vous fixez vos 5 minutes, fixez dans votre agenda, vous, perso, sans le dire à votre enfant à la base, vous fixez peut-être en réalité un quart d'heure, une demi-heure. Ce temps particulier va lui permettre d'évacuer quelque chose et donc vous, il va falloir gérer la crise d'évacuation des émotions. Si vous voyez que vous avez prévu un temps trop court, ce sera peut-être plus compliqué pour lui derrière d'évacuer ses émotions. Parce que dans votre tête, émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, vous ne serez pas là à 100% parce que vous serez en train de penser: «Oui, mais là, il faut que je mette le dîner en route, il faut ceci, cela». C'est quelque chose à garder en tête lorsque vous proposez ces rendez-vous-là, d'avoir plus de temps derrière pour gérer, en fait,
ces évacuations d'émotions parce que ça peut être très long, surtout au tout début où vous le faites, étant donné qu'il n'a pas l'habitude. Donc, il va y avoir plein de petits grains de sable comme ça qui vont sortir, mais ça va demander du temps. Le rester, écouter. Ça permet de transmettre en fait votre tendresse au moment où votre enfant se sent mal ou qu'il a peur ou qu'il exprime une émotion intense. Il va venir en fait évacuer sa souffrance hors de lui. Le but pour vous, c'est de venir écouter et en même temps que vous écoutez, donc finalement vous ne dites rien, vous êtes juste présent et être juste présent, ce n'est pas si facile à faire. Vous pouvez faire donc une sorte de bulle autour de vous deux et uniquement penser que vous avez confiance en votre enfant. Vous déversez en fait en lui tout votre amour, toute votre confiance que vous éprouvez envers lui. Le fait que vous serez neutre finalement, vous allez pouvoir lui permettre de faire une sorte d'ancrage un petit peu, un pont pour qu'il puisse venir se rattacher, un peu comme vraiment un roc, une pierre solide qui est présente. Et si lui, il a beaucoup d'émotions, beaucoup de vagues d'émotions, eh bien, il va pouvoir se rattacher à ce roc pour réussir à faire face à une épreuve, pour réussir à évacuer quelque chose, peu importe. D'abord, ce qui est le plus important, c'est de venir protéger lorsqu'une crise arrive, parce qu'elle peut se déclencher n'importe où et n'importe quand. Donc le rôle, c'est vraiment d'être le pilier, de venir arrimer votre enfant à soi pendant que l'émotion l'engloutit. Il se sent vraiment submergé. Tout pendant qu'il vide son trop-plein d'émotions, il va venir en fait créer une connexion beaucoup plus profonde avec vous. La guérison de ces blessures émotionnelles, ça peut simplement passer par une simple écoute, mais avec un réel intérêt au ressenti de ce qu'il éprouve. Vous n'avez pas besoin de parler, rien. Juste, vous êtes présent, totalement présent à 100%, à 10 000%, vous êtes là à l'écouter. Ok. Attention à l'autoflagellation si vous n'avez pas le temps de le faire à ce moment-là. C'est ok. Si vous n'avez pas le temps, la vie, elle va lui proposer d'autres moments pour travailler ça. Puisque si c'est quelque chose qui est présent, qui n'est pas évacué, bah, ça va revenir. C'est normal. Donc, si vous n'avez pas le temps, eh bien, il va falloir vous noter un temps particulier dans peu de moments. Ça peut être dans la même journée ou alors le lendemain, enfin, en tout cas, vraiment dans la même semaine. Et là, vous allez poser un temps beaucoup plus long pour vous dans votre agenda pour réussir à lui faire revivre ça s'il en a besoin. Donc le rester écouter, ça va être quelque chose qui va être important au moment où donc il y a le temps particulier ou autrement lorsque vous interposez une limite. Quand il y a une limite, eh bien l'enfant va non pas vouloir travailler votre autorité, ce n'est pas ça, mais il va peut-être avoir besoin de ce moment pour justement évacuer une émotion qu'il avait en lui. Et donc, il va pouvoir vous parler de quelque chose qui, d'une, n'a pas de rapport avec vous, si par exemple c'est lié à l'autre parent, si c'est lié à un moment à l'école ou autre. Donc, il va pouvoir vous dire des mots qui n'ont aucun rapport avec la situation, c'est normal, ou autrement qui auront un rapport, mais alors vraiment infime, ou simplement, en fait, parce qu'il se sent trop éloigné de vous. Donc, il va venir tester vos limites juste pour voir si réellement vous êtes présent, en fait, pour lui. Quand proposer ça? Eh bien, quand il pleure, même, et j'ai envie de dire surtout, si c'est pour un rien. Quand dire au revoir, par exemple, provoque des larmes, quitte à prévoir 30 minutes ou de le faire en plusieurs fois, ça l'aide à dépasser cela, c'est-à-dire qu'il a du mal à vous quitter. Eh bien, ça, c'est important de prévoir un temps pour rester et l'écouter. Lorsqu'il pleure parce qu'il ne peut avoir ce qu'il a envie, tous les enfants ont forcément passé par une phase comme ça,
même plusieurs fois d'ailleurs. Également, quand il essaye de faire quelque chose et que, du coup, il pique une crise parce qu'il n'y arrive pas, ça peut être qu'il crie parce qu'il dit qu'il est nul, ou etc., ou qu'il jette le jeu et qu'il veut faire autre chose. Eh bien là, c'est vraiment le moment de rester et écouter. Quand il éclate aussi en sanglots parce qu'il a peur, quand il est tendu et en colère, quand il est vexé par quelqu'un, quand il n'a pas compris la réaction d'un autre, c'est le moment de rester écouter. Comment s'y prendre? Eh bien déjà, s'approcher et proposer un contact visuel. S'il détourne les yeux, continuez à écouter et après un moment, rappelez-lui votre présence gentiment, sans insister. Quand il va croiser votre regard, ses larmes, elles vont redoubler s'il n'a pas fini, puisqu'il sera rassuré de votre présence. Et donc, la guérison émotionnelle, elle sera beaucoup plus profonde. Donc, c'est important. C'est vraiment très intéressant. Vu que ça va potentiellement prendre du temps, le mieux, c'est de bien vous installer. Donc, de vous mettre à l'aise pour être pleinement présent à votre enfant et non pas vous dire oh, là, je commence à avoir mal au dos, je commence à avoir mal aux jambes parce que vous êtes accroupi, que vous n'êtes pas habitué, etc., etc. Donc, ne pas hésiter à vous mettre à l'aise, même si vous êtes dans un magasin et que vous asseoir par terre, ça le fait peut-être pas. On s'en moque. Parlez aussi d'une voix douce. Le but, c'est de lui montrer que vous êtes ce roc super solide, super présent. Un roc, s'il doit parler, ça va être de façon lente et d'une voix très douce, très posée. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous prendre des réflexions comme jamais. C'est le moment de ne surtout pas le prendre personnellement. Petite référence aux 4 accords Toltec, mais là, c'est vraiment en fait même, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que votre enfant, il va sortir tout ce qu'il a sur le cœur sans même y penser. Et parfois, il va même vous dire derrière, mais tu sais, maman, papa, je t'ai dit que je te détestais, mais c'est pas vrai. Non, moi, je t'aime. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il va sortir plein de choses qui dépassent absolument sa pensée. C'est normal. Plus il vous dit des choses méchantes, plus il montre que vous êtes exactement la personne dont il a besoin à ce moment précis. Si vous êtes le papa ou la maman, peu importe, et qu'il vous dit moi je veux maman, alors vous êtes le papa et inversement, eh bien ça veut dire que là, c'est vraiment de vous dont il a besoin pour évacuer cette émotion-là, puisqu'il vous dit exactement le contraire lors de cette crise. Suivant les enfants et suivant les moments, un contact léger peut parfois aider, comme une légère caresse dans le dos, un léger tapotement dans le dos. Vous voyez. Pour voir si cela aide, eh bien, en faisant ça, l'émotion, elle va augmenter. Tandis que si ça l'empêche de pleurer ou si ça déclenche une colère, alors c'est que là, vous n'avez pas eu la meilleure idée, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de suite. Vous allez voir que souvent, lors des crises, votre enfant, il va avoir besoin de bouger. Donc, le contact physique, ça arrive plutôt généralement en fin de crise. Et aussi, chose importante, ça va être d'assurer la sécurité pour tous les deux. Il y a un moment où peut-être que votre enfant, il va avoir besoin de cogner, de jeter les choses. Donc, c'est important d'assurer sa sécurité à lui, mais aussi à vous. Donc, si par exemple vous êtes une femme enceinte, assurez-vous qu'il ne tape pas votre ventre, etc. Dernière chose, mais pas des moindres, il faut qu'il décide. C'est vraiment à lui de décider quand la crise se termine. Au début, ça va être long, puisqu'il en aura beaucoup sur la patate, il en aura accumulé tellement, mais vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, ça pourra durer que 3 minutes à peine. Au début, prévoyez beaucoup de temps là-dessus et vous allez voir que plus vous le faites régulièrement, moins il aura besoin de temps pour se vider puisque la jauge se sera aussi moins remplie. 4 conseils maintenant pour venir vous aider à passer avec ce
cette période-là qui n'est pas la plus simple. Déjà, le laisser choisir du lieu et du moment. Si par exemple, vous voyez qu'il n'arrive plus à penser, qu'il commence à monter en pression, qu'il n'arrive plus à gérer, eh bien là, ça veut dire qu'il y a une crise qui arrive, l'orage arrive, ou bien autrement, il va exploser de suite. Il y a toujours des signes précurseurs, mais nous ne sommes pas forcément habitués à les voir arriver. Donc ça prend du temps et c'est tout à fait normal. Eh bien, maintenir un équilibre, c'est-à-dire prévoir la même durée de temps particulier de jeu-écoute que de rester écouté, ça va être important pour voilà, l'aider justement à vider les batteries, mais à vider son sac d'émotions intenses et importantes, mais aussi à l'aider à remonter son taux de lien, de bonne énergie, d'amour, de confiance. Un conseil qui est, à mon sens, le plus important, c'est d'apprendre à vous, adultes, vous décharger régulièrement de vos propres émotions lors d'un partenariat d'écoute auquel on reviendra plus tard. Parce que c'est très bien de penser à son enfant, mais on ne peut pas le faire si on ne s'occupe pas de soi d'abord et surtout à ce niveau-là. Puisque comme je vous le disais au début, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc, ça va être très demandant, très challengeant et il va y avoir énormément de choses qui vont remonter à la surface. Donc, de trouver un partenariat d'écoute, c'est ultra, ultra important. Et de cesser de rester écouté à la minute où vous vous sentez mal. Puisque si vous vous sentez mal, vous ne restez pas vraiment écouté. Vous n'allez pas pouvoir lui offrir tout l'amour, toute la confiance que vous éprouvez pour votre enfant. Ce qui veut dire que ce sera délétère pour vous parce que ça va vous fatiguer plus, mais aussi totalement délétère pour votre enfant puisqu'il va peut-être faire baisser son taux de d'émotions fortes, de choses gênantes, mais vous n'allez pas lui faire réaugmenter son taux d'amour et de confiance en lui. Il est donc primordial de vous respecter l'un et l'autre. Lors de ces moments-là, eh bien, soit demander à votre partenaire ou à une personne de confiance qui est présente de prendre le relais, soit autrement d'essayer de mettre fin à cela, c'est-à-dire vous éloigner, puisque lorsque le travail commence, eh bien, l'enfant retournera forcément dessus plus tard. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Vous n'êtes pas un mauvais parent. C'est important là de bien avoir en tête que ce n'est pas le moment pour vous. Donc, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas le meilleur moment pour votre enfant. Et voyez ça plutôt comme un indicateur que là, il va avoir besoin de vous dans les temps prochains et de façon très rapide. Accompagnez avec tendresse. Votre enfant, il va utiliser vraiment des broutilles pour évacuer des émotions qui vont être bien plus profondes, bien plus douloureuses que ce que vous pouvez avoir en tête, que ce que vous pouvez avoir compris. Ce qui veut dire aussi que pour vous, ça va être mais pourquoi il réagit comme ça? Parce que le verre ou l'assiette préférée de votre fille est dans le lave-vaisselle, donc que présentement, votre enfant ne peut pas l'avoir et du coup, elle pique une crise monumentale parce que vous comprenez, elle ne peut pas manger sans cette assiette et que pour vous, c'est d'une idiotie. Pourquoi? Eh bien, déjà, je vous fais référence à la vidéo sur parler le langage sensoriel de votre enfant qui va arriver juste après, ce sera la prochaine, mais aussi parce que ça fait remonter peut-être des moments dans vous, votre enfance, où vous n'avez pas été traité avec gentillesse quand vous aviez mal,
Et pour des choses qui, comme pour votre enfant, vous paraissaient ultra importantes, mais que la personne en face trouvait complètement idiot, immature ou que sais-je. Eh bien, à ces moments-là, ça va être plus difficile d'accompagner avec tendresse. Pour ce faire, voilà des conseils pour venir nourrir votre tendresse, pour vous aider en fait à aider votre enfant. Déjà, évoquez les détails douloureux avec douceur. Ah, tu voulais vraiment cette assiette, cette tasse qui est au sale. Je sais que c'est dur. Je sais, je suis là. Si par exemple votre enfant s'est fait mal, regardons un peu ce genou. En gros, c'est de venir exprimer un fait de façon neutre, sans prendre parti, sans négocier, sans chercher à le raisonner, parce que là, c'est vraiment pas le moment. Le deuxième conseil, ça va être de faire référence à la sécurité du moment présent. Oui, elle a pris le livre que tu voulais. Tu peux lui en parler quand tu veux. Ton corps sait comment aller mieux. Je ne peux pas te laisser piquer les jouets des autres. Pour le moment, tu restes sur mes genoux. Je pense que tu trouveras une solution. Tu es une amie précieuse, peu importe ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Vous remarquerez que là, j'ai utilisé le féminin parce que c'est vraiment que les filles pour dire t'es plus ma copine. Bon, ça c'est un aparté. Troisième conseil, quand il résiste, votre enfant, le laissez finir de pleurer avant de lui demander de suivre une consigne. Tout pendant qu'il pleure, il n'est pas en état de réfléchir et donc de faire quoi que ce soit. Donc lorsqu'il a terminé de pleurer ou vraiment qu'il est à la toute fin, vous pouvez lui dire, on fait un pas vers la voiture, il est l'heure de partir. Le ballon était dans les mains de Maëlys. Est-ce que tu es prêt à le lui rendre? Vous pouvez lui faire confiance. Lorsque vous donnez du temps à votre enfant, il va être prêt à suivre ses consignes. Donc là, ce n'est vraiment pas le moment de céder, puisqu'il faut, à mon sens, arrêter de voir les enfants comme des diables, des monstres. Ils savent être gentils. Ils ont vraiment envie d'être gentils, de partager. C'est simplement que lorsqu'ils ne se sentent pas suffisamment en lien, ils vont demander plus. Donc, ils vont aller piquer les jouets des autres, etc. La jalousie, elle n'est présente chez des êtres humains uniquement s'ils sentent qu'ils ont un manque en eux. C'est tout. Quatrième conseil, restez écoutés là où les pleurs ou les cris ont débuté. Si c'est possible, de rester au moins 5 bonnes minutes avant de déplacer et d'atténuer par exemple la gêne de l'entourage. Le seul moment où ce n'est pas valable, c'est évidemment si la sécurité elle est compromise. Si par exemple il s'est fait peur qu'il pensait pouvoir nager ou que l'eau n'était pas assez profonde et que finalement vous non plus, vous n'avez pas pied ou autre, eh bien, ou alors que vous êtes à la mer et que la mer est bien plus agitée que ce que vous pensiez, il est bien plus important de le sortir de suite pour ensuite le laisser évacuer cette frayeur qu'il vient de se faire. Par contre, et c'est là où c'est le plus difficile, c'est si la crise arrive dans un magasin, si la crise arrive à un repas de famille, parce que c'est toujours les moments où il y a plein de monde, où il y a plein de choses à gérer, que vous, ça vous met super mal à l'aise le regard des autres, restez au moins 5 minutes à cet endroit-là parce que la crise sera suffisamment engagée pour que votre enfant ne s'arrête pas, que le fait de bouger ne l'empêche pas de continuer à gérer sa crise. Et cinquième conseil, de déverser en lui toute votre confiance tranquille avec des affirmations factuelles qui viennent du cœur. Par exemple, si un copain lui a piqué la balle, vous pouvez lui dire quelque chose comme il en aura terminé dans quelques instants. Comme si vous lui disiez le ciel est bleu. À un moment, oui, cet enfant-là, il va passer à autre chose en fait. De dire des choses factuelles, ça lui permet aussi de revenir, lui, au moment présent. Et donc de ne pas rester dans cette émotion qui est forte. Maintenant, les pièges à éviter.
nommer son émotion. Le fait de nommer une émotion a un certain risque qui est de venir stopper cette élimination d'émotions. Les pleurs ne sont pas de la souffrance en elles-mêmes. Elles sont l'expression de guérison utilisée. Si votre enfant en a besoin, il pourra la nommer, lui, s'il le souhaite. Mais vous n'avez pas besoin de le faire pour lui. C'est absolument contre-productif. Deuxième conseil, évitez de le questionner sur ce qui s'est passé, sauf si sa santé est en jeu. Ce qui importe, c'est uniquement l'impact de ce qui lui est arrivé. Surtout que ce qui va le faire en fait exploser, c'est simplement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui va déborder son insécurité, le rejet qu'il a ressenti, et que ce qui s'est passé, ça peut être finalement une répercussion de quelque chose d'il y a super longtemps. Par exemple, un enfant qui est né prématuré, qui a dû avoir besoin d'être piqué d'un peu partout pour vérifier son sang, pour faire des prises de sang, vérifier que tout allait bien, eh bien, il va pouvoir, avec la piqûre d'une guêpe ou d'une abeille, venir exploser tout ce stress, toute cette insécurité qu'il a ressenti étant bébé, alors que là maintenant, il a peut-être 5 ans. Vous ne pouvez pas savoir d'où provient exactement ce surplus d'émotions. Ne cherchez surtout pas à le vérifier, à le savoir, puisque même votre enfant, ce n'est pas dit qu'il se rappelle de ça. Peut-être que c'est lié à ça, mais peut-être pas. Ça, vous ne pouvez pas en être certain. Prendre la colère de votre enfant personnellement. Cela équivaut au juron que vous sortez pour évacuer votre frustration. Sauf que lui, il va utiliser tous les concepts à sa disposition. Donc, oui, il va utiliser des mots pas très sympas, des expressions pas sympas, comme je vais le tuer, je te déteste, je voudrais que tu sois pas ma mère, et toute autre joyeuseté super agréable. Si vous arrivez à lui offrir à ce moment-là toute votre tendresse, même si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ses propos, en lui disant, si c'est le moment de parler encore une fois, des choses comme tu n'es pas obligé de m'aimer, je comprends, mais moi, je t'aimerai toujours, même quand tu ne vas pas bien. Ou s'il vient de dire, je vais tuer mon frère, je ne te laisserai pas faire de mal à ton frère, etc., etc. Des exemples comme ça, je suis sûre que vous en avez plein. Quatrième conseil, le gronder, en évitant les phrases de type ça sert à rien de pleurer pour si peu. Les enfants bien élevés ne disent pas des choses pareilles. Tu ferais bien de mieux contrôler tes humeurs, ma petite. Tout cela, ça va rester dans votre tête à vous, puisque si ça vient dans votre tête alors que vous essayez de mettre en pratique les conseils que je vous donne aujourd'hui, des sujets hyper intéressants à voir avec votre partenariat d'écoute, puisque ça fera référence directement avec votre vécu personnel, avec ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant. Et c'est le moment de passer à travers ça. C'est le moment de vous permettre d'évacuer votre propre émotion face à ça. Le fait de ne pas donc gronder, c'est l'étape la plus importante et qui est souvent la plus challengeante pour les parents, puisqu'elle fait référence, comme je vous le disais, à tout votre vécu personnel, à au fait que votre enfant intérieur, quand vous étiez vous-même enfant, n'a pas été écouté comme il se devait. Et pour ça, trouvez donc un partenariat d'écoute et je vous envoie vraiment tout mon amour pour cette étape-là qui va revenir encore et encore. C'est tout à fait normal, c'est OK et je vous aime profondément. Donc, n'ayez pas peur de ça. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ensuite, cinquième conseil, évitez de discuter de la crise une fois qu'elle est terminée. C'est fatigant pour votre enfant
Et c'est totalement inutile puisque ça y est, c'est le passé. Il s'est libéré de tout ça. Donc maintenant, il est prêt au contraire à déployer toute son intelligence qu'il vient finalement de libérer. Puisque, encore une fois, je le répète, une émotion, quand elle est trop présente, ça fait que l'enfant est en réaction et donc son intelligence est bloquée puisqu'il ne pourra pas l'utiliser pour réfléchir. En plus de lui reparler de la crise une fois que c'est terminé, ça va venir entraver la confiance qu'il vous porte. À ses yeux, c'est comme si vous lui envoyiez le message comme quoi il ne pouvait vous faire confiance pour évacuer ses émotions. Si par exemple, cette crise est apparue, le fait qu'il vient de piquer les jouets de son frère, voire même de les casser, ça ne sert à rien de lui en reparler puisqu'il sait à quel point ce jouet-là était important pour son frère et que lui faire un sermon à ce moment-là va au contraire entraver le fait qu'il puisse se mettre à prêter de lui-même ses jouets préférés. Dernier conseil pour cette partie très intéressante mais très challengeante, c'est ne pas pousser l'enfant, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, à pleurer. Évitez donc de lui dire « fais-moi sortir ton émotion » ou « tu as eu une dure journée, donc je pense que tu as besoin de pleurer, mon chéri ». Ça part d'une bonne intention, soyons clairs. Mais cela va rendre votre enfant bien plus conscient du processus qui n'a absolument pas à l'être. C'est comme la digestion. Vous n'avez pas à penser que là, votre estomac, il est en train de digérer, de faire son travail, qu'ensuite vos intestins, etc. C'est inconscient. Il fait son travail, point barre. Donc votre travail, c'est de vous focaliser sur l'attention que vous portez à votre enfant. Comme lorsque vous changez la couche de votre enfant, vous y portez attention, mais vous n'en faites pas tout un cas. Vous n'allez pas vérifier exactement au microscope tout ce qu'il y a dans ses selles. C'est la même chose. Plus votre enfant se sentira aimé et en confiance, et plus il aura beaucoup de chagrin à évacuer afin de grandir et ainsi devenir propre, devenir autonome. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de moments d'évacuation d'émotions avant des moments importants comme réussir à marcher, arrêter les couches par exemple si c'est difficile pour votre enfant, réussir à écrire, à lire. Voilà. Il y aura forcément soit une maladie, soit beaucoup de crises émotionnelles à évacuer. Là, ça montrera qu'il y a une étape qui est en train d'être franchie. Et donc, de réussir, de lui permettre d'évacuer ses émotions, ça va lui permettre de pouvoir penser plus rapidement et plus librement. Donc, ça fera plus tard un adulte qui arrive à prendre de la distance et à faire des choix en conscience et non plus en réaction. Et ça, il y a peu d'adultes qui arrivent à le faire, alors que c'est justement primordial et que ça devrait être le propre de l'adulte. Interposer une limite. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment faire. Je vais donc proposer plutôt un éclairci sur son besoin quasi vital. Le but d'interposer une limite, outre le fait de lui montrer que c'est aussi ça la vie, c'est aussi et surtout pour lui offrir un espace où il sait que vous êtes totalement présent afin de lui permettre de se décharger et ainsi apaiser ses échanges avec les autres. Le principe de base qui est, je le répète, mis dans ce livre, je remettrai le nom en description. Donc le principe de base et auquel moi j'adhère complètement, c'est que l'enfant, il a un sens inné de l'amour, un fort désir de coopérer et un sens aigu de la justice. Son mauvais comportement part d'un sentiment de déconnexion à notre amour, d'un trop-plein d'émotions douloureuses. En gros, il en a gros sur la patate. Ils deviennent ivres de fortes émotions, ce qui les rend incontrôlables et ils ne peuvent plus être raisonnés.
Ce qui veut dire qu'ils disjonctent. En fait, le mauvais comportement, ce n'est pas votre enfant. C'est simplement que il est plus aux commandes. Ce sont ses émotions, sont trop pleins d'émotions douloureuses surtout, qui ont pris les commandes de votre enfant. Donc j'espère que vous voyez un peu le parallèle, ce qui veut dire que vous intervenez, puis vous écoutez l'émotion qui monte, ce qui va faire partir en poussière la possible culpabilité que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre enfant. Lui permettre d'évacuer une émotion par le fait d'interposer une limite, c'est vraiment lui faire un super cadeau. Donc, pas besoin de culpabiliser sur non, vous ne lui achèterez pas tout le temps des jouets, non, vous n'allez pas lui offrir ce qu'il a envie là à l'instant, qui est peut-être super important pour lui, mais que financièrement vous ne pouvez pas, que c'est pas le moment, etc. Que sais-je, il y a plein de raisons valables en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi de lui apprendre que aussi plus tard, en interposant une limite, eh bien, il n'aura peut-être pas la voiture de ses rêves tout de suite, il aura besoin de travailler dur et fort, ou en tout cas de maintenir un travail, une activité, pour réussir à avoir le résultat qu'il désire. Parce que c'est ça la vie. Pas que, mais entre autres. Quand d'interposer une limite. Déjà, dès qu'il vous envoie un signal d'alerte, si vous le loupez, il va vous en envoyer plein d'autres avant l'explosion de la tempête, qui va se remarquer dans tout le quartier. Des exemples. Il ne maintient pas un contact visuel détendu avec vous. Il ne veut pas être touché, ce qui n'est pas son habitude. Il n'est pas ouvert au changement. Il n'accepte personne dans ses jeux. Ou alors que certains enfants, alors que ce n'est pas son habitude. Son attention reste bloquée sur ses jouets et il ne se relie à personne. Il veut que les choses se fassent d'une manière particulière. Tout écart le contrarie. Il déboue, il s'intéresse à rien, ou il est occupé par une activité répétitive, comme faire des boucles avec ses cheveux, sucer son pouce, serrer son doudou. Il s'énerve, il grogne, il ne veut rien faire, etc. Autre exemple de moment où il faut interposer une limite, c'est au moment où vous vous énervez, juste avant, dans la mesure du possible. Comment mettre en place cela? Étape 1, écouter et réfléchir. Il est plus rassurant pour votre enfant d'apprendre auprès d'un parent qui réfléchit sereinement chaque fois qu'un problème se pose, et non sur un parent insistant sur le respect des règles, quoi qu'il arrive. Parce que, à mes yeux, en plus, lui apprendre de tout remettre en cause dès le plus jeune âge, ça lui évitera de se faire influencer trop facilement plus tard. Ça s'appelle le libre arbitre. Cela aussi permet de vous rendre plus flexible, plus adaptable, et donc de lui montrer que la vie, ce n'est qu'adaptation. Là encore, ce n'est absolument pas habituel. Donc le partenariat d'écoute sera d'autant plus apprécié. Vous pouvez vous agenouiller pour placer vos yeux à la hauteur de ses yeux et ainsi lui montrer votre intérêt. Vous pouvez lui demander pourquoi il hurle. Votre enfant a-t-il besoin d'informations? A-t-il besoin d'aide? Vous pouvez lui offrir des petits coups de pouce pour repartir dans une meilleure direction. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de réviser vos attentes? Si vous vous attendez à ce que votre enfant reste calme 1 heure dans la salle d'attente sans rien faire, c'est un peu mort, quoi. Il va falloir attendre quelques années. Si aussi votre réservoir à vous est vide, parce que soyons honnêtes, et c'est important de le dire à votre enfant, qu'il n'y a aucun problème, par exemple, avec l'activité choisie, mais que juste, elle n'est pas possible à l'instant à cause de vos propres besoins, ce qui va lui permettre de voir, de réaliser que vous, en tant qu'adulte, vous respectez vos propres besoins et donc que lui, en tant qu'enfant, il a le droit, il a la possibilité de faire de même. Si aussi votre enfant a perdu les rênes de son comportement, eh bien, plus vous utiliserez ces outils et plus vous allez décoder et comprendre votre enfant. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ça, c'était l'étape 1.
L'étape 2, interposer une limite. Vous avez juste à vous mettre entre votre enfant et sa bêtise, sans avoir besoin de crier. Le mieux étant de montrer la limite avec un contact physique rapide et respectueux. Par exemple, mettre la main sur le poignet, lui éviter de jeter ses affaires. Attraper la main et doucement la lui ouvrir pour libérer les cheveux du copain, etc. D'après leurs expériences, il est contre-productif de punir à ce moment-là, puisque votre enfant, il est en souffrance, qu'il est en réaction, et ça ne fera que l'embrouiller encore plus. Vous venez, sinon, l'enliser dans ses émotions négatives. Le mieux, si c'est possible, c'est de le faire en s'amusant. Comme par exemple un câlin énergique qui consiste à combiner un nom avec un contact à la fois affectueux, vigoureux. Par exemple, une course-poursuite du petit délinquant qui se termine par un câlin. Si ça, c'est pas sympa comme idée, dites-le moi. Hein. De venir masser, pourchasser, bondir, faire semblant de se battre, de tirer la langue bruyamment, de proclamer de majestueuses menaces et de se lancer dans toutes sortes de chahuts pour aussi mettre du mouvement là-dedans, pour lui permettre de se mettre en mouvement intérieurement et d'évacuer. Et le message que vous lui offrez, c'est « Je sais que tu es un chouette gamin. Peu importe le comportement à la noix que tu me montres en ce moment. Attention, j'arrive. » Si vous n'êtes pas d'humeur à jouer, vous pouvez le contenir en restant avec lui et en écoutant jusqu'à ce que lui, il trouve d'autres choses à faire. Étape numéro 3, écouter. C'est la plus précieuse car elle permet de guérir de cette émotion douloureuse. En gros, à chaque bêtise faite, c'est une occasion magnifique d'exprimer ses émotions et de grandir émotionnellement parlant. Tout est prétexte en réalité pour aller creuser ces blessures enfouies. Comme nous, adultes, qui sommes parfois submergés d'émotions pour des broutilles et dont les enfants, rappelons-nous, sont les rois pour appuyer juste dessus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Définir vos attentes. Cela ne peut se faire qu'une fois que la relation avec votre enfant est bien établie, notamment si votre attente, c'est un changement de comportement de sa part. Je vais vous donner maintenant quelques idées pour vous aider à les exprimer efficacement et entraînez-vous lors de situations simples comme en lui demandant de mettre son assiette dans la vaisselle lorsqu'il a fini de manger, par exemple. Travaillez sur vos émotions vis-à-vis de vos attentes. Si vous avez besoin d'annoncer vos attentes, c'est que vous avez été déçu plusieurs fois, ce qui a soulevé des émotions en vous. Exprimez-les à votre partenaire d'écoute. Partagez vos attentes à l'avance. C'est un projet qui aura des hauts et des bas pour vous comme pour vos enfants. Vous pouvez le faire avec des mots positifs comme la semaine prochaine, je te demanderai de ranger tes jouets à la fin de la journée. Peut-être que tu n'aimeras pas le faire, mais je t'aiderai. Ensuite, ce sera ton travail à toi, comme je fais les courses parce que c'est mon travail à moi. Utilisez les outils d'écoute pour se connecter à lui. Vous pouvez passer un petit temps particulier avant le moment où un comportement exemplaire est nécessaire, ou bien le jeu écoute afin de le connecter à vous. Quand la proximité affective est établie, exprimez l'attente. Puis, restez écouté avec un « quand tu seras prêt, je t'aiderai. Les Legos sont là, la boîte vide est là. Es-tu prêt ?» Ne pas se précipiter et garder en tête que c'est la méthode des petits pas pour devenir grand. Le jeu écoute. Chaque jour, il va faire des erreurs de jugement. Votre enfant peut ne pas se sentir à la hauteur. Et donc, le jeu écoute, c'est vraiment un outil précieux pour venir réparer sa confiance. C'est un petit peu comme l'art de le faire rire, mais sans le chatouiller. Vous allez tous deux développer des jeux, des situations qui permettront de faire baisser les hormones du stress, cortisol, adrénaline, et d'augmenter celle du plaisir, dopamine, sérotonine, que du positif donc. Il est important d'inverser les rôles régulièrement pour cela.
vous allez recourir à de plus en plus de challenges rigolos et de tendresse qui pourront vous être propres, renforçant doublement votre lien. Et puis, quoi de mieux que des rires dans une maison pour passer une bonne soirée? Quand le proposer? Quand votre enfant est timide, quand il se plaint, quand il a un comportement agressif, il suce son pouce ou une tétine, quand il insulte les autres, quand il a des difficultés avec un apprentissage, quand il est craintif, quand deux enfants se disputent, au début d'un après-midi de jeu avec un copain ou d'une réunion familiale, quand vous n'êtes pas irrité et prêt à mobiliser un peu son imagination. Comment le mettre en place? Avec de l'humour, vous pouvez faire le balourd, faire le faible, le nigaud, le lent, le peureux, tout ce que vous passe par la tête. Exemple. Et farceur de petits pois, vous avez intérêt à rester sur ma fourchette, hein, avant de les faire glisser vers votre assiette. Dans la surprise la plus totale. Il va donc vous montrer que lui réussit à surmonter ce défi de mettre les petits pois sur sa fourchette et dans sa bouche. Et s'il rit, c'est la bonne façon que vous avez trouvée pour lui faire manger des petits pois. Sinon, c'est qu'il se sent encore loin de vous. Ou alors que ce que vous lui proposez lui fait peur. Au niveau d'ailleurs de son rire, quand il monte très fortement dans les aigus, c'est la limite. C'est que là, vous commencez à lui faire peur. Ou en tout cas, que la situation lui fait peur. Vous pouvez aussi solliciter le contact physique et prendre un ton affectueux. Par exemple, poursuivre, fourrer le nez dans son cou, le câliner avec enthousiasme, faire des roulades, des batailles d'oreillers, jouer la comédie, lutter corps à corps. Bref, si c'est quelque chose qui lui fait qui va le faire rire, c'est parfait. Évitez par contre de submerger l'enfant ou de se montrer trop fort. Un défi ludique qui va lui permettre de rire en s'y attaquant. Puis, mettez-vous en retrait pendant quelques secondes pour lui donner les règles du jeu. Si ses rires sont frénétiques, comme je vous le disais, qu'il pousse autrement des cris stridents, c'est qu'il perd le contrôle. Et ce n'est pas l'objectif du tout. Le plus souvent, il vaut mieux qu'il sorte gagnant du jeu. Pareil, laissez vos idées à la porte. Apporter une touche personnelle, ça peut réveiller sa peur, ça peut aussi le détourner du but premier. Dans ces cas-là, faites machine arrière et recommencez. Si jouer n'est pas naturel pour vous, prévoyez une séance d'écoute avec votre partenaire pour vous aider à vous lancer. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous insupporte à jouer avec lui? Comment vos parents réagissaient quand vous leur demandiez de jouer? Tout ça, ce sont des pistes pour vous aider à retrouver votre côté ludique. Maintenant, des exemples. S'il suce son pouce ou une tétine, vous pouvez l'aider avec des petits bisous ludiques, comme des bisous baveux, des bisous qui pètent. Vous pouvez venir lui grignoter les cheveux, évidemment pour de faux, hein, et vous enthousiasmer sur leur goût, etc. S'il se plaint, vous pouvez lui proposer quelque chose de complètement décalé. S'il a peur, vous pouvez faire comme si vous aviez peur. Si c'est un nouvel aliment, par exemple, et de faire semblant de ne pas vouloir le toucher, dire que c'est beurre. Bref, en gros, vous lui montrez à votre enfant qu'il n'est pas le seul à avoir peur de la nouveauté. S'il insulte impulsivement les autres, cela vient du fait qu'il a été insulté ou qu'il a entendu un autre enfant se faire insulter. Résultat, cette graine a germé en lui. Est-ce que il mérite cette insulte? Est-ce que l'enfant qui a été insulté le méritait? C'est ça en fait qu'il se demande. Et donc, le fait de le mettre en place, de le faire un jeu par-dessus, vous pouvez dédramatiser la chose et lui faire prendre conscience que non, on n'insulte pas les gens. Si la situation se bloque en bras de fer contre lui, si par exemple il n'aime pas le shampoing, vous pouvez commencer par faire un shampoing au robinet avant de lui dire, mais attends, c'est pas tes cheveux là que je suis en train de laver, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut, c'est toujours qu'il puisse garder le bon rôle face à vous pour ensuite dissoudre le stress et le rendre plus fort. Le partenariat d'écoute, qui à mes yeux est le plus important pour la réussite de cet outil. C'est la seule partie sans enfant, puisque partenaire est un adulte que vous ne connaissez pas forcément.
c'est même mieux d'ailleurs, avec lequel vous allez pouvoir parler librement. Les enfants, ils permettent de travailler sur les blessures que nous portons. Et c'est pourquoi le métier de parent est si compliqué. Sans compter l'énergie que ça demande, etc. Ces moments vont donc vous permettre de vider votre sac à vous. Commencez par qu'est-ce que cette situation qui vous a fait monter la moutarde au nez est venue chercher chez vous. Ça peut être un bon début, par exemple. Comme pour les enfants, vous utilisez le minuteur. Lorsque c'est votre tour de parler, vous pouvez revenir sur ce qui vous a chamboulé et laisser votre parole aller vers vos sentiments, vers votre enfance, ou pas d'ailleurs, pour vider votre sac. Lorsque c'est au tour de votre partenaire de parler, vous écoutez. C'est aussi simple que ça. Ça signifie donc que vous ne devez pas parler, ce qui n'est pas si facile. Vous ne devez pas donner de conseils. La seule chose que vous devez incarner, c'est la présence, en envoyant de l'amour à l'autre. Et au pire, les seules paroles que vous pouvez formuler, ce serait une question très courte lorsque vous ressentez que l'autre, il est face à un mur, qu'il n'avance pas, que là, il est bloqué. C'est tout. Entre les deux temps, vous pouvez sortir des choses banales et neutres, comme décrire la paire de chaussures la plus vieille que vous avez, dire trois choses que vous savez sur les vers de terre, créer une phrase avec des mots comme voilier, ballon et girafe, chacun. Lister quatre villes dont le nom commence par la lettre S, qu'importe. Ça permet, en fait, ces choses complètement banales et neutres, ça permet de clôturer le premier temps d'écoute pour que la personne qui se confiait puisse revenir à elle-même, se réancrer, afin qu'elle puisse ensuite bien écouter. Et pour la personne qui a écouté, de sortir des émotions que ça a pu engendrer en vous. Pareil, de bien venir vous refixer pour pouvoir parler derrière et vous confier. Pour la façon de procéder, ça va dépendre de ce qui vous convient le mieux. Soit ça peut être un moment fixe par semaine, ou tous les 15 jours, ou autre, avec une possibilité, par exemple, que entre-temps, s'il y a un fort besoin, quitte à ce que ça soit qu'une seule personne des deux qui puisse parler, pour réussir à décharger, tout simplement. Au niveau de la durée, 15 minutes, ça peut être audacieux, surtout que ça veut dire qu'au total, vous en aurez pour 30 et 35 minutes, puisque vous avez chacun le tour de parler, plus le moment entre les deux, pour venir se réancrer. Donc 5 minutes chacun, et ensuite voyez si vous arrivez à trouver vraiment votre rythme de croisière. Vous pouvez avoir un ou plusieurs partenaires d'écoute. Pour les trouver, vous avez le site officiel en français qui est handinhandparenting.org/ en français. /. Le lien est en description. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai donc fait un tour sur cette méthode. Je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Vous voyez, moi, j'aime bien faire des petites notes, d'autant plus qu'il y a énormément d'exemples de situations qui ont été rétablies avec ces outils. Évidemment, tout ça, c'est des exemples, des propositions, ça fait pas tout. Et ce qui est intéressant, c'est de pas forcément tout utiliser. Parfois, utiliser uniquement l'outil rester écouter. Parfois, c'est jouer, écouter, ensuite interposer une limite, ensuite rester écouter. Si il y a quelque chose qui a été difficile, ça peut être partenariat d'écoute. Et vous allez voir, juste après, vous avez une bonne petite séance de rester écouter. Tout ça vraiment dans le sens un petit peu que vous souhaitez. Je trouve que c'est vraiment un outil hyper intéressant qui n'est pas si facile à mettre en place, donc pas d'autoflagellation. Vous pouvez essayer. Il n'y a pas de mauvais moment pour essayer. Il n'est jamais trop tard pour essayer de rétablir le lien avec votre enfant. Et si vous le souhaitez, j'aimerais beaucoup que vous me donniez vos retours. Donc rendez-vous dans les commentaires. Dites-moi également s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, s'il y a des choses que vous souhaitez que l'on aborde dans une prochaine vidéo, afin que je puisse répondre à votre demande, être au plus proche de vos besoins.
N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner, bref, tout ça, vous connaissez. Je vous laisse. Vraiment, prenez bien soin de vous avec tendresse et bienveillance, comme vous le faites pour ce petit être qui grandit en vous et ou à côté de vous. Avec tout mon amour, je vous souhaite une radieuse journée. C'était Johanna et à très vite.